Un podcast Studio Dilettante. Donc ce que vous proposez comme d'habitude, c'est de la poudre de perlimpin. La République, c'est moi! Et je ne me laisserai jamais entraîner par un opportuniste dans cette voie-là. Allez, rangez vos mines boudeuses, rangez vos discours de rageux. Restons polis, le podcast qui explique calmement la politique. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Restons Polis, le podcast qui vous explique calmement et sans prise de tête la politique. Toutes les bases de c'est quoi la droite, la gauche, c'est quoi la République, c'est quoi, je sais pas... La loi, on en a parlé la semaine dernière et pour m'accompagner, vous l'avez entendu, c'est mon camarade Nemo qui m'accompagne. Salut Nemo. Salut. Ça va bien ? Oh ça va, ouais. Bien assis, cool. Bien assis. Après le teasing de la semaine dernière, Ouais. On va parler de... Du 49.3 de l'article 49, troisième alinéa de notre Constitution. Notre chère Constitution. Et si vous ne l'avez pas écouté, je vous invite évidemment à écouter notre podcast sur la 5ème République puisque ça parle de la Constitution. Mais sur ce, petit extrait sonore. Je m'excuse. Je vais vite, je m'entraîne à ne pas perdre une seconde. Je vais vite, mais je freine quand je vois que tu tombes. Je vais vite, car je sais que le chemin est long. Je vais vite, tous mes mots dépassent. Alors oui, tu as quoi t'excuser, Nemo ? Non mais Laurie, elle existe, c'est bon, elle a le droit d'exister. Non mais il se trouve que... Elle a été citée par un ministre. Voilà, puis surtout, en fait, et un premier ministre en plus. Jean-Pierre, on pense à toi. Jean-Pierre Raffarin. Et du coup, non, mais c'est juste que le refrain de cette chanson correspond exactement à l'utilisation qu'on fait politiquement du 49.3. Et on va peut-être expliquer Voilà. par la suite. Oui, voilà. Donc, le 49.3, le fameux 49.3, c'est un article donc de la Constitution, le 3e alinéa. Je vous mettrai le lien de Légifrance. Vous pouvez lire tout l'article 49, c'est vraiment pas compliqué. Il est super court, j'étais très étonné en... Ah non mais la le Constitution, on l'a dit, Oui, mais globalement, vous pouvez il la est court. lire, il n'y a Ouais. pas de souci. C'est simple, c'est pas juridique, c'est C'est vrai. c'est aussi simple qu'une règle de jeu en fait. Exactement, tout à fait. Mettez le plateau au centre de la table. Globalement, l'article 49 de la Constitution, en fait, il décrit comment le gouvernement s'engage devant l'Assemblée et notamment accélère certaines procédures de fabrication de la loi. Je vous rappelle que juste avant, on a un épisode là-dessus. Et l'alinéa 3 permet d'imposer une loi sans vote. Le seul moyen de contrer ça pour l'Assemblée, notamment, c'est de voter une motion de censure, c'est-à-dire une démission du gouvernement. Qu'est-ce que, concrètement, pour qui, pourquoi ? Alors, pour qui, pourquoi ? Alors, ça, l'article 49 de notre Constitution est assez particulier, et voire même assez unique au monde. En fait, l'article 49 permet au gouvernement, comme tu l'as dit, de dire à l'Assemblée, écoutez, là, il y en a marre. Moi, ce que vous faites, j'en peux plus, je veux aller vite. Donc, je mets ma responsabilité en jeu, et le texte que vous êtes en train d'examiner, il est adopté. À partir de ce moment-là, il est adopté. Il n'y a pas de vote. Tous les amendements tombent, sont rejetés. Et le texte, en l'état, est adopté. Et la seule manière de contrer ça, et les parlementaires ont 24 heures, mais c'est vraiment un délai très court, pour recueillir 60 signatures et déposer... 57, pardon, je ne sais plus, un dixième des membres du Parlement, il me semble, pour déposer ce qu'on appelle une demande de motion de censure, c'est dire à l'Assemblée maintenant, le gouvernement, il doit sauter, on n'en veut plus, et pour adopter une motion de censure, il y a un débat qui est cadré, et si la motion de censure est adoptée avec une simple majorité, le gouvernement saute. Or, ce n'est jamais arrivé, sauf dans un cas exceptionnel, je ne vais pas revenir dessus, mais en réalité, le 49.3, c'est la bombe nucléaire parlementaire. Alors, à noter qu'initialement, donc c'était avant 2008, le 49.3 ne concernait que le projet de loi de finances, ce qui est quand même assez important quand même, et le financement de la sécurité sociale. C'est donc en 2008 que ça a été modifié pour le généraliser à toute autre loi. Non, en réalité, c'était déjà le cas avant. Oui, c'était utilisé un petit peu... Non, en réalité, avant, ils pouvaient le faire sur n'importe quoi, n'importe quand. Ce qui a été fait en 2008, c'est de le limiter à un projet de loi par session. Autant pour moi. J'ai mal... Alors, on vérifiera, mais il me semble de mémoire que c'est ça, justement parce que le 49.3 est très régulièrement critiqué parce que, grosso modo, c'est un joker absolu pour le gouvernement. Si, par exemple, demain, sur un projet de loi, il y a... l'Assemblée n'avance plus, il y a vraiment une renâclement, où le gouvernement sent qu'il n'a pas vraiment la majorité sur un projet, il peut dire « j'engage ma responsabilité » et c'est fin du jeu, parce que pour rejeter le projet de loi, il faut faire sauter le gouvernement, ce qui est un geste politique extrêmement fort. Jamais aucune majorité ne l'a fait sans l'accord même de ce gouvernement. Donc,
grosso modo, c'est vraiment un forcing. C'est ce que j'appelle une arme nucléaire. Par contre, il y a un gros problème quand on utilise une arme nucléaire, c'est que derrière, il n'y a plus rien. C'est d'une violence symbolique très forte. Et on peut se rappeler que la fin du quinquennat de François Hollande a été marquée par ce 49.3 qui avait été imposé sur la loi travail. Sur une loi travail, le gouvernement de Manuel Valls, avec le président François Hollande, avait dit on engage le 49.3 sur ce projet de loi parce que sa majorité tanguait en termes, ils n'étaient pas sûrs d'avoir les votes. Donc voilà, c'est vraiment un geste politique très fort. Donc dans le même temps, on va vite, mais il faut savoir freiner parce qu'au bout d'un moment, si tu utilises ça tout le temps, ça veut dire clairement que tu forces la main des représentants du peuple. Et c'est très très mal vu, surtout aujourd'hui. Alors, pourquoi on explique que c'est vraiment dangereux, etc. Pour expliciter aussi à nos auditeurs et auditrices, c'est que pour un homme ou une femme politique qui est député, par exemple, ça peut être compliqué de se dire je vais être responsable que le gouvernement démissionne et que du coup, l'équilibre politique se modifie. Par exemple, donc il y a 300 députés actuellement, la République En Marche, à l'heure où on enregistre. La majorité est à 280. 287. Pas tant que ça. Imaginons qu'il y ait une vingtaine de députés qui, je sais pas, passent au PS ou chez les Républicains. Dans l'opposition. Eh ben, ça change totalement la bascule, et notamment la composition du gouvernement qui serait nouvellement nommé. Alors, ce serait une situation parlementaire inédite en France, puisque justement, les modalités de scrutin sont faites pour empêcher ce genre de choses, avec le scrutin majoritaire, l'élection juste derrière l'élection présidentielle. Mais oui, le 49.3 invite le gouvernement à dire est-ce que vous avez encore une majorité à l'Assemblée nationale. C'est la base. Sans majorité, on ne peut pas gouverner, puisqu'il n'y a plus rien qui passe, en fait. Mais à l'heure actuelle, ce scénario paraît complètement improbable. Parce que là, on parle des 300, c'est des simples députés de la République En Marche. En réalité, il y a d'autres groupes qui soutiennent le gouvernement. Il y a le MoDem, notamment. Il y a aussi une partie du centre-droit qui serait probablement là pour sauver le gouvernement, pour continuer à avancer. Donc, c'est pour ça que le 49.3 apparaît vraiment comme une arme. Moi, j'aime bien ce terme de nucléaire parce que c'est vraiment ça. C'est-à-dire qu'il n'y a rien qui peut contrer le 49.3. Il n'y a aucune procédure pour empêcher le gouvernement d'utiliser le 49.3. Il n'y a aucune procédure réelle pour s'opposer à ses conséquences. Et surtout, on parle quand même d'un article de la Constitution qui dit qu'une loi peut être adoptée sans vote des représentants du peuple. Donc, on est vraiment à la limite de ce qui se définit comme une république, tout simplement. Une démocratie, en tout cas. Alors, une démocratie, oui, c'est des représentants, oui. Mais voilà, on est vraiment à la limite, en fait, de ce qui est... de ce qui définit un peu censé définir notre régime politique, en fait. Pour la petite anecdote, donc tu as cité le gouvernement, la fin du mandat de François Hollande, donc ancien président de la République, et notamment sous le Premier ministre Manuel Valls, qui en avait fait 6, qui avait à 6 recours au 49.3. Ouais. Petit joueur parce que Michel Rocard, à son époque, a eu 24 ou 28. Ouais, alors... les sources que j'ai vues étaient contradictoires là-dessus. Ouais, alors en fait, le problème, c'est que Michel Rocard n'avait pas la majorité à l'Assemblée nationale. Il n'avait pas de majorité pure et simple. Il avait une majorité relative, c'est-à-dire qu'il avait le plus grand groupe pour voter ses lois, mais il était obligé, parce que sinon, il n'aurait rien fait passer, quoi. Vraiment rien. Et surtout, c'est une autre époque. Aujourd'hui, déjà, quand on voit le tollé que ça avait fait, l'utilisation du 49.3 sur un projet de loi, on imagine si jamais les lois de finances, les lois de sécurité, de financement de la sécurité sociale passaient avec ça. C'est un outil qui est très vieux, qui est de moins en moins accepté. À chaque élection présidentielle, maintenant, il revient dans la balance en général, à un moment donné ou à un autre. Donc, voilà, ça oppose deux logiques. La logique d'efficacité politique, en disant il faut que le gouvernement gouverne, et la logique de dire il faut que les représentants représentent en quelque sorte. Et on ne peut pas, même si le Parlement est très faible en France, on ne peut quand même pas aller jusqu'à un tel niveau de faiblesse. Parce que le 49.3, ce que ne vous diront jamais un député et qui pourtant est logique, c'est que ça les déresponsabilise complètement. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas envie d'assumer le vote d'un projet de loi difficile. On fait un 49.3. Vous comprenez, j'allais quand même pas censurer le gouvernement. Ah mais non, je ne l'ai pas voté. C'est le 49.3, c'est la responsabilité du gouvernement. Donc, on est dans un jeu de dupes. On a d'un côté un gouvernement que ça arrange bien de pouvoir passer en force. Parce que là, on peut clairement qualifier ça de passage en force. Et on a une majorité qui se dit non, c'est bien parce qu'en fait, je ne l'ai pas voté directement.
Et voilà, donc ça arrange un peu tout le monde quand on est au pouvoir, donc c'est très compliqué de revenir dessus. En plus, comme c'est constitutionnel, c'est comme on l'a dit dans l'épisode sur la loi, c'est très compliqué à changer. c'est très compliqué à changer. Alors, le 49.3, effectivement, a été assez utilisé sous Hollande. D'ailleurs, c'est quelque chose d'intéressant, c'est que Hollande et Valls s'étaient exprimé plusieurs fois contre, bizarrement, avant d'être au pouvoir. Voilà, c'est ça. Mais c'est tout le problème. C'est que dès que tu es dans l'opposition, c'est pas bien, mais dès que tu es au pouvoir, c'est pratique quand même. C'est quand même pratique. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est de voir que, comme tu dis, et tu l'as souligné, ça a plutôt mauvaise presse, en tout cas dans le grand public ou dans les médias, je dirais, mainstream, pour faire très large. C'est le seul article qui est connu de la Constitution par une majorité de Français. Hein. C'est ça. Je pense avec le deuxième amendement des États-Unis, c'est tout, quoi. Ouais. Et le premier, du coup, aussi. Liberté d'expression. Le deuxième, c'est les armes. Et voilà, c'est des choses connues, quoi. Et là où je voulais en venir, c'est que y a des solutions alternatives pour le gouvernement français pour aller vite, pour accélérer, pour squeezer les représentants et représentantes du peuple. Ouais. Je sais pas si tu voulais... Là, il y a le vote bloqué, par exemple. Alors, le vote bloqué, la grosse différence, c'est que le vote bloqué, en gros, c'est le gouvernement dit « Ok, la discussion n'avance pas assez. À partir de maintenant, on ne votera que sur les amendements que j'ai sélectionnés. » Donc, on vote quand même, mais il choisit les amendements présentés. Il y a aussi une possibilité de faire appel à le temps législatif programmé, c'est-à-dire de mettre une limite au débat. On ne débattra pas plus de temps d'heure. Ils ont la possibilité également de limiter le nombre de lectures à l'Assemblée, en disant on ne débattra qu'une fois dans chaque Assemblée du projet de loi. Mais tout ça, toutes ces armes parlementaires nécessitent l'accord du Parlement. C'est là la différence avec le 49.3. Si demain, l'Assemblée nationale, on va dire le président de l'Assemblée nationale, n'a pas envie que le 49.3 s'applique, il ne peut rien faire pour empêcher le gouvernement d'engager sa responsabilité. Là où, quand on touche à des questions de procédure à l'Assemblée, c'est quand même autre chose, en fait. On en arrive à autre chose. Donc le 49.3, en quelque sorte, est véritablement l'arme du gouvernement, sans contre-pouvoir réel, là où évidemment il a d'autres choses et qu'il utilise très régulièrement quand il en a besoin. Les ordonnances, moi je voulais venir les ordonnances, par exemple, le fait de faire appel aux ordonnances pour que le Parlement lui donne l'autorisation d'écrire plus rapidement la loi sans passer par des votes précis, mais en passant par un vote global, autoriser l'ordonnance, puis autoriser l'ordonnance au final, enfin autoriser le passage par ordonnance, puis autoriser l'ordonnance. Donc il y a des tas de façons pour accélérer la discussion. Et le 49.3, c'est clairement un échec. C'est quand on utilise ça, c'est que y a plus rien d'autre, quoi. Mais est-ce que quelque part, ça ne permet pas justement de poursuivre un programme présidentiel notamment et dire voilà, on a voté pour un programme, on l'applique et les petits techniciens de l'Assemblée ou du Sénat, non, on a voté pour quelqu'un, pour un projet. Parce que voilà, je me fais l'avocat du diable, mais c'est deux logiques, comme je disais, c'est deux logiques. L'efficacité contre la représentativité. Chacun choisira son camp. Comment tu teases les prochains épisodes? Tu spoil tout. Non, mais voilà, c'est ça en fait. C'est deux logiques politiques différentes. En France, on a tendance à privilégier l'efficacité de manière historique. Je ne te parle pas dans l'opinion publique. La construction politique française est très influencée par le côté il faut être efficace, il faut que le gouvernement ait une majorité pour gouverner, etc. Mais en face, il y a une autre logique qui est plus une logique de démocratie parlementaire, on va dire. Merci beaucoup, Nemo. Voilà, j'espère que c'était pas trop technique. J'espère que c'était pas trop technique et pas trop déprimant, parce que c'est vrai que le 49.3, c'est un peu l'arme de la dernière chance. Voilà, mais c'est une spécificité française qu'il faut connaître et c'est important parce qu'en fait, le problème, c'est que en général, c'est vu comme quelque chose, oui, ça permet de passer en force, etc. Non, même si c'est quelque chose de très bourrin, il faut pas hésiter à rentrer dedans pour comprendre comment ça marche, tout simplement, et voir si au final, moi, c'est un appel un peu, on va dire, j'y crois pas vraiment, mais c'est de dire intéressez-vous vraiment aux institutions, parce que les institutions sont un sujet beaucoup plus important que souvent on ne le pense. Merci encore, Nemo. On te retrouve dans Canapé Game, les Pyrénées et à gauche toutes. Et à gauche toutes, oui.
Et toi, on te retrouve donc dans l'utologie. Voilà, exactement. Toi, c'est plus simple, il y en a qu'un. Bah, il y en a qu'un, ouais. Merci à Suzy Q pour le générique, Merci, comme Suzy chaque Q. semaine. Merci à toi. Et merci à vous de nous avoir écoutés. N'hésitez pas à mettre des pouces, des cœurs, de ce que vous voulez sur vos applications de podcast préférées. N'hésitez pas à nous dire les sujets que vous aimeriez voir abordés dans C'est cette une émission. Très bonne question, effectivement. Et à nous dire aussi où est-ce que vous écoutez des podcasts. On a eu l'occasion de discuter avec un auditeur hier soir qui nous disait qu'il faisait ça en pliant son linge. Voilà, Je trouvais donc ça assez rigolo. plie bien ton linge, attention. Hein. Rayure, attention. Federico Garcia Lorca disait l'optimisme est propre aux âmes qui n'ont qu'une seule dimension. On vous a donné plusieurs dimensions avec le 49.3 et on espère qu'on n'a pas sapé votre optimisme. Non, à bientôt. À bientôt. Pour soutenir ce podcast et l'association qui le porte, rendez-vous sur tipeee.com/studio-dilettante.